Monsieur Bouchard, vous avez été particulièrement inspiré et engagé dans la création des politiques familiales de la fin des années 90. Qu'est-ce qui vous inspirait, vous motivait, en fait? D'abord, il faut se rappeler qu'on était en plein cœur d'une démarche de redressement des finances publiques qui était assez raide, vous vous en souviendrez. Et moi, je considérais important de calibrer l'action du gouvernement. Oui, une démarche de rigueur, budgétaire même, aussi prosaïque que ça, mais en même temps, une ouverture du côté de besoins sociaux qui n'étaient pas satisfaits et une analyse nous avait vite fait conclure que c'était du côté de la famille en particulier, conciliation travail-famille, des mères monoparentales et les très jeunes enfants. Et le rapport de Camille Bouchard qui était déjà connu à l'époque et puis qui avait inspiré beaucoup de réflexions, Québec malade de ses enfants. Et moi, j'avais lu le rapport, je l'avais rencontré, M. Bouchard, à l'époque aussi, puis j'avais rencontré des spécialistes. Et moi j'ai appris, bon, c'est bête d'apprendre des choses comme ça à l'âge que j'avais, mais je l'ai quand même appris, que c'est dès le début qu'il faut intervenir auprès des enfants si on veut éviter que plus tard, ils décrochent, plus tard, ils dérapent. C'est vraiment la toute petite enfance. Tout de suite, là, il faut intervenir pour socialiser, etc. Et justement, dans un contexte où il y avait beaucoup de jeunes enfants dans des milieux familiaux difficiles qui n'avaient pas accès à cette forme de socialisation, etc., bien, là, il y avait un dommage presque irréparable, terrible à dire, que le destin est fixé dans le temps, figé dans le béton, à l'âge de 3-4 ans. Il faut intervenir avant ça. Alors, j'avais été frappé par ça, puis j'avais vu que c'était vrai, que ce n'était pas des inventions, qu'il y avait des études qui l'avaient confirmé ailleurs. Puis... Alors, on a intégré, justement, la mise en place de programmes pour intervenir auprès de la petite enfance, au cœur d'une politique familiale que je suis en train de définir au gouvernement. Et ça, en fait, c'était le premier volet. Okay. Les garderies, là, c'est là. Ça vient de là, directement. Mais ça n'a pas dû être facile, même, au sein du gouvernement, parce que là, vous étiez dans l'épisode de l'objectif déficit zéro, oui. Là, ça coupait partout, là. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposaient à votre démarche? Oui, oui, c'était pas populaire. Bien, populaire, le Parti québécois était un parti social-démocrate, puis tout le monde était d'accord avec le principe. Mais dans la réalité, où on coupait tous les budgets ministériels, tous les postes étaient passés au crible, ça détonnait que de vouloir en même temps de créer d'autres programmes sociaux avec, évidemment, des coûts récurrents. C'était pas des programmes qui duraient 1 an, puis c'était fini. Là. Quand on part un programme comme ça, c'est pas tout le temps, puis ça augmente tout le temps aussi. Ça venait opérer davantage le fardeau des obligations du gouvernement. Donc, c'était, en un sens, incompatible avec ce qu'on était en train de faire du côté de redressement des finances publiques. Mais moi, honnêtement, je considérais que c'était indispensable d'avoir un équilibre. C'est le moment où on a adopté la loi sur l'équité salariale, où on a lancé avec force, ça existait déjà en idée, mais on a concrétisé les programmes d'économie sociale. On a prestation automatique des pensions alimentaires. Oui, oui. Ça, c'est M. Parizeau qui l'avait fait l'année d'avant. Oui. Avec Rita Marcellet, je crois. Et Hubert Thibault, qui était auprès de Mme Marcellet, puis de M. Parizeau à ce moment-là. Et moi, je trouvais que c'était important. On ne pouvait pas uniquement couper et faire une opération comptable. Même si l'impression qui s'est dégagée à la fin, c'est qu'on avait... Mon gouvernement était surtout un gouvernement de redressement budgétaire, mais en réalité, si on regarde ce qu'on a fait, on a aussi établi un très bon, je pense, un bon équilibre avec le côté social. Et les politiques familiales, c'était très, très important. On a lissé le niveau des prestations sociales avec l'entrée sur le marché du travail pour ne pas désinciter les gens à travailler. Bon, alors, on a essayé de créer une harmonisation de tout ça. Il y a un volet qu'on n'a pas fait. À l'époque, c'était les congés maternité. Ça coûtait très cher, puis il fallait passer par une négociation avec le gouvernement fédéral qui n'a pas abouti. Donc ça, c'est le volet qui est resté en plan à ce moment-là. Mais tout le reste, on l'a fait. Et ça a coûté cher. Je me rappelle que la première année, si je ne me trompe pas, là, de mémoire, les garderies, ça, je pense que ça a été... Et la politique familiale comme telle, l'ordre de 300 millions par année de plus. Puis ça a augmenté beaucoup parce qu'après ça, bien sûr, les garderies, il s'en est créé beaucoup. Le programme a été extrêmement populaire, je dirais trop populaire. Tous les gens qui n'y avaient pas accès nous l'ont reproché.
Mais en même temps, il fallait commencer. Et puis, on l'a fait progressivement, mais les coûts ont augmenté. Et puis, il y a eu une syndicalisation, je dirais, massive, mais on ne s'est pas battu, là. Je trouvais que c'était normal que ça se passe. De sorte que c'est devenu un programme important au gouvernement en termes de coûts, mais, à mon avis, crucial pour l'avenir du Québec et pour le présent de ces enfants-là et de ces familles-là. Oui, écoutez, à l'époque, il y avait 66 000 places de garderie en 96. On est rendu à 210 000 aujourd'hui. Mais surtout, votre programme familial là, a fait en sorte qu'immédiatement, il y a eu un retour des femmes sur le marché du travail. Je crois que c'est 70 000 emplois qui ont été, en quelque sorte, comblés ou créés à ce moment-là pour les femmes qui, maintenant, avaient des places de garderie. Oui. Il y a des gens qui, à l'époque, se sont trouvés pour dire « c'est pas si bon que ça que les femmes retournent, que les femmes quittent le foyer, etc. » Mais en réalité, d'abord, ça comblait un besoin évident pour la conciliation travail-famille. Parce que de toute façon, il fallait que ça se fasse. Il fallait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui accèdent au marché du travail, ne serait-ce que par les besoins de main-d'œuvre. S'il n'y avait pas autant de femmes qui étaient au travail aujourd'hui, le Québec manquerait terriblement de main-d'œuvre. Et puis, ça a amélioré le niveau de revenus des familles, bien entendu. Et ça a changé aussi la façon, le statut des femmes dans la société. Il y a des femmes qui ont fait des carrières, qui ont acquis une autonomie, etc. Bon, oui, c'est sûr que c'était dans le bon sens. Généralement, ces politiques-là prennent du temps avant de faire leur marque, si on peut dire. Mais tout de suite, il y a eu une baisse importante de la pauvreté grâce à vos politiques sociales. Est-ce que vous vous attendiez, vous, à pareil impact de vos politiques? Aussi rapidement, non. Non. On a été très heureusement surpris. Puis récemment, j'ai lu une étude là, qui analyse l'ensemble de cette période-là, puis j'étais content de voir que ça a eu des répercussions très, très positives sur le niveau de pauvreté. Positive dans le sens que le niveau a baissé. Et puis le Québec a traversé beaucoup mieux des crises, puis a beaucoup mieux réussi à harmoniser toutes ces politiques-là par rapport à d'autres sociétés occidentales. Et vous savez qu'au Canada, par exemple, nos politiques sont examinées par tout le monde et sont autant que possible copiées, mais ça coûte cher, hein? Et c'est pour ça que, là, je déborde un peu le cadre de notre entrevue, si on veut maintenir ces programmes-là, il faut créer de la richesse. Ça ne pousse pas sur les arbres, dans les arbres, ça. Si on veut les maintenir, ces programmes-là, qui sont très coûteux, puis il faut les maintenir absolument, bien, il va falloir, oui, faire des débats, par exemple, les ressources naturelles, est-ce qu'il faut les développer ou pas? Bien sûr, il faut les développer correctement si on les développe, de façon responsable, mais on n'aura pas beaucoup de choix, là. Si on peut le faire correctement, puis de façon responsable, bien, c'est dans l'intérêt de tout le monde que de nourrir le gouvernement de ressources financières suffisantes pour maintenir ses missions sociales, en particulier. Que l'éducation aussi, il ne faut pas l'oublier, qui a besoin d'investissements massifs. La santé tout le temps. Donc, au moins dans ce cas-là, on a démontré que la démarche politique, c'est encore une chose valable au Québec. Aujourd'hui, on dévalorise la démarche politique. On n'a pas beaucoup de respect et de considération pour les élus. Mais je pense que des exemples comme celui-ci, ça démontre que c'est encore le seul instrument de changement efficace que celui de l'intervention d'un gouvernement qui appuie ses politiques sur une réflexion, sur des analyses et qui procède, comme on l'a fait dans ce cas-là. On se plaint d'un vide d'idées, de projets rassembleurs actuellement. Des politiques comme ça devraient l'être, en fait. Oui. Oui. Remarquez que les gens ne sont pas assez conscients de l'effet positif que ces politiques-là ont produit au Québec. Et je pense que c'est bon qu'on le souligne quand même. Et c'est pas de l'apologie, là, en train de faire. Je pense qu'on ne cherche pas à mousser là, les bienfaits d'un gouvernement plutôt que d'un autre, mais c'est un bel exemple qu'un gouvernement, ça peut faire des choses correctes. Puis que ça vaut la peine pour le public de faire l'effort financier pour financer tout ça. En général, c'est le niveau ministériel, alimenté bien sûr par les caucus, par des besoins, par des discussions publiques, mais la mise en action, le déclic là, de transposition d'idées puis de projets en action concrète de gouvernement, ça vient d'en haut, ça vient du sommet de la pyramide gouvernementale. Et plus ça part d'en haut, mieux ça va aller. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé au gouvernement en 1996, moi, je n'avais pas imaginé quelques mois avant que je dirigerais un gouvernement. J'étais chef du bloc à Ottawa, j'étais pas en direction pour aller à Québec, là. Politique familiale, moi, j'ai toujours.
penser que la famille, c'est le cœur de tout. Le Québec de notre génération, c'est le Québec des familles. Puis, on doit tout à nos familles et à nos parents. Et puis, je voyais les problèmes des familles au Québec. Je savais qu'il y avait quelque chose à faire là. Et puis, le problème, c'est qu'on n'avait pas l'argent pour le faire. On était en train de couper. On coupait de façon radicale, hein? Radicale. Et je voyais pas comment on pouvait faire ça en même temps. En cours de route, je me suis dit qu'on ne pouvait pas être un gouvernement puis ne faire que de la comptabilité, qu'il fallait d'abord s'occuper des besoins sociaux pressants, puis ça en était le principal. Et là, dans le fond, c'est pas... Je dois le dire, là, toute modestie, non, parce que je ne suis pas si modeste que ça, mais je dois dire que c'est moi qui ai décidé qu'il fallait faire ça. Et puis, c'est pas été évident, là, parce que les gens qui tenaient les livres, puis qu'on obligeait à couper, tu trouvais pas ça drôle, là, on oblige à couper, puis vous dépensez, c'est bon. Alors, on l'a fait, là, c'est parti du bureau du premier ministre. Hein. Le programme a été conçu au bureau du premier ministre, avec un fonctionnaire, là, qui travaillait au comité des priorités, dont je n'arrive pas à me rappeler du nom, qui est un homme formidable, qui est décédé maintenant, qui a conçu pas mal tout ça lui-même, qui avait des idées là-dessus, qui, lui, avait lu le rapport, qui me possédait, qui me l'a fait lire. Ça se passe beaucoup comme ça, hein? Ça part beaucoup. Ça part, souvent, les choses partent de quelqu'un. Prenez la salle de concert. Ça, c'est Mme Jérôme Forgette et le premier ministre. Mme Forgette, elle a eu un bureau du premier ministre, elle s'apprend une salle de concert. Je mets les différents, on fait une salle de concert. Non. Attendre qu'on ait, dans un compte de banque, le montant pour faire une chose comme ça n'arrivera jamais. Jamais. Donc, il y a une décision politique à prendre. C'est dans ce sens-là que moi, je pense qu'il faut redonner ses lettres de noblesse à la politique. Parce que c'est elle qui permet, dans des moments comme ceux que nous vivons, de relancer une société, de créer des projets porteurs, et puis de mettre l'énergie d'un gouvernement et la crédibilité d'un gouvernement en arrière de ça.